Voilà, chaque vendredi, interaction. Vous pouvez poser en direct toutes vos questions sur decideurtv.com pour interroger et challenger nos gérants et notre analyste Hubert. Alors, la dernière partie d'interaction, elle est consacrée à la gestion de cette émission interactive et de cette gestion transparente. Qu'est-ce que Hubert avait sur la table? Qu'est-ce que vous mettez sur la table cette semaine? Premièrement, deux publications importantes la semaine prochaine sur deux valeurs de distribution. D'une part Carrefour et d'autre part Deleuze. Et on a les deux en portefeuille. On a les deux en portefeuille. Donc Deleuze, une valeur de droit belge assez fortement américain sur la côte Est, et Carrefour, que chacun connaît, France, mais aussi Espagne, etc. Donc, ça se passe bien. Est-ce qu'il ne faut pas en renforcer un, en alléger un autre? Moi, je serais... Lequel? Si j'allégeais, ce serait plutôt Carrefour, et si je pariais, ce serait plutôt Deleuze. Voilà, on le fera probablement par sagesse déjà, oui, puisqu'on a fait un beau parcours sur Carrefour. Et on renforcera Deleuze probablement parce que l'impact, notamment de son chiffre d'affaires américain, risque d'être plus prononcé. On fera cet arbitrage en fin d'après-midi aujourd'hui. D'accord. Alors, deuxième chose. Donc, un allègement, hein. On renforce et on allège, on ne vend pas complètement. Carrefour, on a fait un très beau parcours, ça a été bien acheté. Encore une fois, c'est de la France et de l'Espagne, donc c'est pas si mal. Hein. C'est pas, donc, on allège Carrefour, on renforce Deleuze. Les autres Vivendi. Alors, Vivendi, c'est un sujet dont on parle depuis quelques semaines, un peu moins de 3%, de 93% du portefeuille. Alors, Vivendi va publier ce soir ses résultats. Comme on le disait déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, est-ce que c'est pas plus favorable d'aller vers le gérant de Vivendi, c'est-à-dire Bolloré, et d'être dans les sociétés de Bolloré. Le gérant qui est à 5% pour l'instant. Oui, mais qui le gère. Et qui est en revanche à 100%, a commencé une grosse participation dans Bolloré et dans la holding de contrôle qui s'appelle l'ODE. Alors, il s'est passé quelque chose sur Bolloré depuis 3 semaines, un mois. Le titre a monté, mais le titre a monté sur des informations qui sont fournies par la société. La société a longtemps entretenu un certain flou sur son autocontrôle, puisque c'est une cascade où les filiales possèdent la mer, etc. Et la clarté a été donnée aux analystes financiers, un analyste américain qui a fait un peu de cinéma, mais des analystes français aussi. Donc, grosso modo, Vivendi décote de 50%. C'est ça la conclusion. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas... Vivendi ou Bolloré Bolloré décote de 50%. Est-ce que ce n'est pas le moment d'arbitrer? Alors, juste un mot sur Vivendi, avec le patron de la branche musique qui dit, franchement, c'est compliqué. Hein, il est dans une interview aux États-Unis, il dit, franchement, iTunes, ça a un peu compensé la vente des CD, mais moins, et que le modèle maintenant de streaming par abonnement, nous fait encore descendre d'une marche, et que quelque part, on a l'impression que ce monde de la musique converge, mais dans le mauvais sens. Alors, on est en train de voir effectivement un des sujets macroéconomiques qu'on traite, non pas dans l'objet connecté, mais dans tout l'environnement digital. Il se trouve qu'iTunes déçoit. Ils sont en train de revoir, a priori, y compris la boutique. Donc, c'est qu'il y a un problème. Ils ont une grosse pression. Tout le monde commence à être assez déçu, notamment des ventes via iTunes. Il va falloir remettre en cause un certain nombre de modèles. Et ça ne se fait pas comme ça. Donc, on va probablement, effectivement, alléger Vivendi. On a quasiment fini la phase de vente avec cet achat de la part qui continue de détenir, a priori, par Numéricable du solde. Donc ça, c'est fait. Du téléphone, exactement. C'est pas fait ça, hein. Ils n'ont pas encore acheté les 20%. Ils ont mis un prix dessus. Ils sont mis d'accord. Ils ont mis un prix dessus. A priori, l'annonce devrait précéder les actes concrets, les signatures des contrats. Donc nous, on va probablement vendre 1% de Vivendi, qu'on a en portefeuille aujourd'hui. On allège Vivendi. On allège Vivendi. Et là aussi, on va probablement, et pour faire plaisir à nos amis qui aiment bien les mid-cap, rentrer 1% de Bolloré. C'est une grosse mid-cap, hein, Bolloré, maintenant. Oui, c'est une grosse mid-cap, mais sa décote est telle. On parle d'une décote de 50%. Si on arrivait à une décote de 20 à 30%, on fera un sacré. Donc on est en train de faire cet arbitrage, cher Hubert, de passer de la filiale à la C'est une valeur d'abonnement. C'était assez logique dans le cadre, notamment, des derniers mois de l'année dernière. Hein. Une valeur d'abonnement, mais l'abonnement, et donc Canal+, etc., l'abonnement, ça se valorise moins bien, ça a moins de potentiel aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est très clair. Donc, cet arbitrage Vivendi-Bolloré, quoi d'autre? Alors, on a parlé de Holcim, de Lafarge Holcim, donc très bonne nouvelle sur Lafarge quand même. Lafarge qu'on a joué
déjà bénéficie des tendances macroéconomiques, de la baisse de l'énergie, puisque faire du béton, c'est jamais que cuire des cailloux, comme on dit souvent. Et puis Lafarge bénéficie de quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, c'est un dividende exceptionnel qui est versé pour compenser la hausse du franc suisse dans les parités avec Holcim. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une cerise sur le gâteau. Ça, Parfois, c'est une cerise sur le gâteau. Alors, il y a une valeur qui est admirablement gérée, qui est une valeur familiale, la famille Merceron, qui s'appelle Vicat, qui est peut-être la dernière cimentière indépendante, puisque les ciments présents à la Bourse de Paris, c'est vraiment un bon pari. Et là, on est dans la mid-cap. Ah, là, on est dans la mid-cap, oui. Là, on est Thomas. dans la mid-cap. Là aussi, on va initier le mouvement. On vendra probablement là aussi 1% de Lafarge. D'accord. Sur lesquels je rappelle que Lafarge, on avait fait le pari de traduire dans les cours la relution possible avec Holcim. C'est le cas. Les résultats de Holcim, d'ailleurs, sont très bons. On n'en a pas parlé, mais ils sont excellents. Donc, notre pari mondial, présence géographique multiple, paye. Ça se traduit par une hausse des cours. Très bien. Prenons nos bénéfices sur 1% et allons jouer cette carte de Vicat qui bénéficie d'une décote. On attend, nous, un potentiel d'environ 17 à 18% sur le titre. Aujourd'hui, le catalyseur, c'est probablement le retour de la croissance et cette concurrence. Oui, l'énergie pas chère. Bon, ça devrait se traduire dans les chiffres d'une entreprise qui est extrêmement bien gérée. Voilà, vous êtes beaucoup suivi cette semaine, Hubert. J'ai de la chance. D'assister, de militer, voilà, vous convainquez. Alors, donc, autre question, c'est les sociétés de services informatiques. Alors, bravo, Capgemini, c'est la perle qui a le plus monté. Ça arrive souvent. Est-ce que c'est pas le moment d'en chercher d'autres? D'autres perles. Traditionnellement, on va sur Atos, qui est un peu un Capgemini, mais avec plus d'infogérance, donc avec plus de chiffre d'affaires récurrents. Et je pose la question de... On va revoir notre portefeuille s'afficher pour voir en effet... Je pose la question de Sopra sur la table. Voilà. Alors, c'est bien de mettre la question de Sopra sur la table. C'est un peu tôt pour nous. Cap, on a probablement, même si notre indicateur de potentiel sur Cap est relativement réduit, puisqu'on a 5 ou 6% de potentiel contre 17 à Atos pour information, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a 17, ça se réalise, je le rappelle. Même si, depuis le début... on peut avoir des révisions de bénéfices sur Cap et d'objectifs de cours, ce en quoi nous croyons. Donc ça donne de la solidité. Peut-être qu'on fera rentrer une autre SS2I. Nous analysons en ce moment au bureau Atos. C'est encore un petit peu tôt pour nous. Et Sopra, il y a eu un mouvement assez important de hausse l'été dernier, de mémoire. Et Sopra Steria, parce que il y a la fusion. Donc, on a un peu de temps puisque le groupe va attendre, je crois, mai pratiquement, pour expliquer ce qui s'est passé dans cette fusion. Mais les deux ont une bonne tendance. Sopra, 8,5%, quelque chose comme ça. Presque 10%, et Steria, 8,5%. Donc, c'est bien orienté. C'est plus dans le cycle que ne l'est Atos. Voilà. On ne touche pas à Capgemini, je retiens ce message, et on surveille en tout cas Sopra et Atos. Voilà, exactement, sachant que Sopra, encore une fois, on va quand même attendre qu'il nous explique ce qui s'est passé concrètement. Parce que, et puis les fusions, c'est parfois un risque de turbulence. Il y a des synergies sur le papier, mais surtout dans des entreprises humaines comme ça. Totalement humain, c'est que de l'humain. C'est que du service humain. Alors, autre question qui se pose, c'est aussi une star du portefeuille, c'est Unibail, c'est aussi une star en général. C'est la star des centres commerciaux. Ça a été vite. Est-ce qu'il ne faut pas s'orienter tout en restant sur l'immobilier? L'immobilier est vraiment quelque chose qui bénéficie de la conjoncture générale. Est-ce qu'il ne faut pas arbitrer progressivement un peu d'Unibail vers des choses plus dynamiques? Bon, j'avais cité la semaine dernière Argan, qui est évidemment pas dans le même métier, qui est dans le métier en amont,
puisque c'est le métier de la logistique, mais qui est une boîte extrêmement bien gérée. Ça aussi, et une mid-cap aussi. Et une mid-cap. Une eBay qui profite en effet de cet immobilier dont vous parlez et aussi de peut-être ce potentiel de consommation à venir retrouver, le pouvoir d'achat. Oui, quand on a décrit notre achat d'une eBay, on a souligné la qualité des locataires qui étaient présents et la force d'une eBay d'imposer des loyers toujours en hausse, y compris dans un contexte défensif. Donc c'était remarquable et une rotation des actifs qui est importante. Pour autant, aujourd'hui, elle a d'ores et déjà dans ses cours anticipé la baisse des taux, c'est dedans, donc on a une valeur d'actifs qui est quand même relativement importante au moment où je vous parle. Et donc on ne voit plus trop ce qu'on peut gagner aujourd'hui sur le titre à proprement parler. On a 2,5% actuellement dans le portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? On en a un peu moins puisqu'on l'a un peu allégé. On l'a déjà allégé un peu cette semaine. On a commencé à le faire nous puisqu'on l'a allégé de 0,5%. On va probablement la vendre en totalité et garder ce cash pour acheter quelques titres dont on a parlé tout à l'heure. Comme vous savez, j'ai toujours considéré que Aéroport de Paris était un centre commercial exceptionnel puisqu'on a de la clientèle qui a du pouvoir d'achat et qui est coincé, avec un timing qui est intéressant puisque d'ici juin, grosso modo, Aéroport de Paris est en renégociation de son contrat de service public, entre guillemets, des tarifs. Donc ils ne vont pas publier beaucoup de bonnes nouvelles, ils vont plutôt garder les bonnes nouvelles, mais ça n'empêche pas que le potentiel soit réel. D'accord. Donc on vend une eBay, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait rien pour l'instant? Non, on a parlé de pas mal de titres. Oui. On a parlé de beaucoup de titres qu'on va acheter, on l'a dit, soit allégés, soit on a allégé certains. On garde du cash un peu aussi. On garde un peu de cash, oui, parce que il n'est pas exclu que quand on a une bonne nouvelle, on peut aussi acheter un titre parce que quand bien même il montrait de 6%, comme c'est le cas d'Airbus aujourd'hui, si c'est un vrai catalyseur, ce n'est pas 6% qu'on peut attendre, mais 18 ou 20. Donc on se réserve la possibilité d'avoir quelques bonnes surprises sur des titres qui auraient échappé à notre vigilance. Donc question sur les assureurs, enfin. L'actualité a été donnée cette semaine par les pertes potentielles sur un contrat que personne ne connaissait chez Aviva. Les taux d'intérêt bas, ça va impliquer des provisions, rochers, en fait. Ça va impliquer des grosses, oui, ça fait, on voit les rochers, ça va impliquer des grosses provisions chez beaucoup d'assureurs. Et donc, par exemple, AXA, après des résultats canons, après un chiffre d'affaires canon, je me demande si on en a 4% et qui a porté la performance, est-ce que c'est pas le moment d'alléger? J'ai souvent parlé de l'Air Hermès qui est un assureur qui n'est pas lié au taux, mais on peut trouver d'autres financières, entre guillemets, pour compenser un mouvement. Thomas, sur les assureurs et sur ce que explique Hubert, c'est-à-dire les risques liés à la baisse des taux sur les portefeuilles d'assurance vie. Moi, je suis très étonné de la résilience des contrats en euros des compagnies d'assurance. C'est-à-dire mais quand on les épluche un peu plus dans le détail, si on prend l'exemple d'Affaires par exemple, Affaires qui est le modèle en matière géré par Aviva. qui est justement géré et bien géré par Aviva depuis de nombreuses années, on se retrouve avec un actif qui est aujourd'hui composé à plus de 40% d'obligations corporate, là où on avait plus de 60% d'obligations souveraines il y a encore 8 ans. Donc la magie, entre guillemets, de l'actif en euros, c'est que les porteurs de parts ne sont pas totalement conscients du nouveau risque qu'ils encourent. Ils portent un risque, en fait, quelque part. Mais bien sûr qu'ils le portent. C'est une classe d'actifs comme un autre, sauf que par une mécanique toute française, on a réussi à lisser la performance d'un portefeuille dont le sous-jacent, lui, est variable. C'est quand même... Ça me fait penser un peu au subprime, votre histoire. Hein. C'est pas... Non, je crois qu'il ne faut pas non plus jeter tout avec le lot du bain. Non, mais parce qu'on avait mélangé du bon et du moins bon. Hein. Le problème de l'actif en euros d'une compagnie d'assurance, c'est qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. C'est aussi simple que ça et pas penser que c'est une martingale, point barre. Donc sur l'affaire, on n'a pas de sujet. Il y a eu sur l'affaire, c'est cantonné. Hein. C'est un actif qui est cantonné, exactement. Qui ne subit pas le risque du bilan d'Aviva. Et je pense qu'on pourrait quasiment faire une émission entière sur l'actif en euros. Il faudra qu'on en fasse une de toute façon. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas trop de risques sur les compagnies d'assurance, contrairement à D'accord. D'ailleurs, donc on garde AXA au chaud. Interaction peut être souscrit via de l'assurance vie sur 3 ou 4 réseaux. Exactement. On peut aujourd'hui le souscrire via Neuflis Vie pour ceux qui ont des contrats ouverts chez Neuflis Vie, il me semble qu'on peut le faire également chez Cortal. Et la Mondiale. Voilà, absolument. Bon voilà,
si vous voulez profiter d'Interaction, avec tous les bémols d'usage, n'hésitez pas. Il faut, c'est une période propice au marché action, on n'arrête pas de le répéter. Les planètes sont alignées. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Encore une fois, les 6 ans de hausse américaine, ça reste risqué. Il y a des doutes, mais les planètes sont vraiment bien alignées. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouvel épisode d'Interaction.